La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif au renseignement. La parole est à Monsieur Manuel Valls, Premier ministre. Madame la ministre, messieurs les ministres, monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission de la défense, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les députés, 3 mois après les attaques terroristes de janvier, notre pays a connu la semaine dernière une nouvelle agression d'un autre ordre. Elle n'a pas tué, mais elle voulait nous nuire. Je parle bien sûr du piratage et de la prise de contrôle pendant plusieurs heures d'une chaîne de télévision, TV5 Monde. C'est un symbole de la France et de la francophonie qui a été touché. Déjà, il y a quelques semaines, une tentative avortée avait ciblé un grand quotidien. Liberté d'information, d'expression, d'opinion, donc la démocratie, ont été de nouveau visées comme elles le sont partout dans le monde, au Danemark, en Tunisie, au Kenya, au Proche et au Moyen-Orient. C'est une menace globale à laquelle nous devons faire face. Si l'enquête est toujours en cours concernant TV5 Monde, l'acte a été revendiqué par un mouvement terroriste. C'est un fait. Les attaquants étaient présents dans le système d'administration du réseau depuis plusieurs semaines. Et cette agression est emblématique d'une nouvelle forme de menace, les cybermenaces. Si la société numérique est porteuse de nombreuses promesses, elle présente aussi, vous le savez, des vulnérabilités inédites. C'est aussi à ce titre que votre Assemblée va débattre du projet de loi relatif au service public du renseignement. D'emblée, il faut insister sur cette ambition de service public et sur le cadre strict qui l'accompagne. Car dans une démocratie, le renseignement est une activité exclusivement tournée vers la protection des citoyens et de leur liberté et vers la protection des institutions qui assurent le bien-être collectif. Contrairement à d'autres pays, la France a longtemps été mal à l'aise pour traiter de ces sujets publiquement. La loi de 1991 sur les interceptions découlait ainsi largement d'une injonction de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais, depuis une dizaine d'années, un dispositif de légitimation, d'encadrement et de contrôle se construit progressivement. Une nouvelle étape devait être franchie. Les services de renseignement doivent avoir les moyens humains, juridiques et techniques pour accomplir les opérations de surveillance qui sont nécessaires et proportionnées. La loi prévoit qu'elles sont strictement focalisées sur la prévention des menaces graves contre la vie de la nation, la surveillance des citoyens, de la vie politique, du débat public et de la presse ne relève pas des missions de renseignement. Chacun le sait. Et ce texte, par ailleurs, l'interdit rigoureusement. Comme cela avait été annoncé, le gouvernement a déposé un amendement prévoyant une protection renforcée pour les professions dont l'exercice est directement lié au débat public, à la défense des libertés individuelles, magistrats, avocats et journalistes. Mesdames, Messieurs les députés, il est
exceptionnel qu'un Premier ministre présente un texte devant la représentation nationale. Et je le fais pour insister sur son importance. Ce fut déjà le cas pour la loi de 1991, pour la loi sur les écoutes donc, préparée par Michel Rocard et présentée par Édith Cresson. Déjà à l'époque, les débats étaient vifs et l'action des services entourée, selon les termes du Premier ministre, d'un halo de mystère, de soupçons, voire de fantasmes. Pourtant, cette loi protectrice a atteint son but. Qui sait qu'aujourd'hui, et je crois qu'il faut donner ces chiffres, dans notre pays de 66 millions d'habitants, le nombre d'écoutes administratives simultanées est limité à 2700. La réalité est donc très loin des caricatures que l'on peut entendre. Mais cette loi de 1991 est née avant la téléphonie mobile, en tout cas balbutiante, et Internet. Elle n'est plus adaptée aux enjeux de la société numérique. Elle n'encadre les activités de renseignement que de manière très incomplète. Il est grand temps de doter la France d'un cadre normatif similaire à celui existant dans la plupart des démocraties occidentales, dans le respect de nos spécificités juridiques et de nos valeurs républicaines. J'avais indiqué le 13 janvier, ici même, les principes qui guideraient notre action, des moyens et des mesures exceptionnelles pour répondre aux graves enjeux de sécurité de notre époque, mais pas de mesures d'exception. Mon gouvernement les a scrupuleusement respectés et présente un texte efficace pour nos services et protecteur de nos libertés. Nous n'esquiverons pas le débat, mais les critiques ou les postures qui évoquent un Patriot Act à la française ou des relents de police politique sont strictement mensongères et irresponsables, surtout dans le contexte de menaces que nous connaissons. Une loi dangereuse. Mais comment peut-on affirmer une telle contre-vérité? Je rappelle déjà, et Bernard Cazeneuve s'en souvient, qu'un certain nombre d'éditoriaux, lors de la présentation de la seconde loi antiterroriste, présentée par le ministre de l'Intérieur, évoquaient déjà des dispositifs dangereux. Chacun le sait, il n'en est rien. Mesdames et messieurs les députés, le premier débat que nous aurons concerne la délimitation des missions des services de renseignement. Et ce débat est pleinement légitime. La définition des finalités des opérations de surveillance doit être ajustée aux menaces et à leur gravité. Seules certaines menaces d'une gravité particulière justifient qu'on implique les services de renseignement. La menace terroriste, ai-je besoin de le rappeler, est aujourd'hui le défi le plus redoutable, un défi auquel nous devrons faire face pendant longtemps, très longtemps. Chacun doit en prendre conscience. Il ne s'agit pas de faire peur, mais d'être lucide et de le dire aussi clairement à nos compatriotes. Désormais, plus de 1550 Français ou résidents sont recensés pour leur implication dans les filières terroristes en Syrie et en Irak. C'est un quasi-triplement depuis le 1er janvier 2014. Vous connaissez ces chiffres, nous les rappelons souvent avec Bernard Cazeneuve. La présence de 800 d'entre eux a été attestée sur zone. 434 y sont actuellement et 96, ce chiffre doit être rappelé, il est en hausse permanente, ont été tués. Ce phénomène concerne l'ensemble des pays européens, pas seulement, mais restons sur l'Europe. La commissaire européenne à la justice, ce matin même, la commissaire Vera Jourova, évalue à 5 000 à 6 000 le nombre d'Européens présents en Syrie et craint, comme nous, que le nombre de combattants étrangers n'atteigne le seuil de 10 000 individus d'ici à la fin de l'année. Je ne parle que des seuls Européens. Mais un phénomène nouveau doit retenir particulièrement notre attention pour son risque de réplique en France. Et je donne ces éléments sans doute pour la première fois. Les services de renseignement ont établi que 7 de ces individus, je parle de Français ou de résidents en France, sont morts en action suicide en Syrie ou en Irak. Le plus jeune n'avait pas 20 ans.
Parmi eux, 6 étaient des nouveaux convertis. S'agit-il d'une volonté délibérée de Daesh de sacrifier en priorité ses profils? S'agit-il pour les candidats au suicide de faire preuve de zèle idéologique pour attester leur engagement, leur conversion? Cela illustre en tout cas les redoutables capacités d'endoctrinement de Daesh et la menace à laquelle nous devons faire face. Si ce projet de loi contient des dispositions spécifiques pour la lutte antiterroriste, et j'y reviendrai, c'est sur la base donc d'éléments tangibles, pas fantasmés, d'une réalité que tout le monde connaît désormais. Mais l'acuité de la menace terroriste ne doit pas masquer les autres risques. Les services de renseignement doivent protéger la souveraineté nationale contre les tentatives d'ingérence et d'espionnage. De plus en plus, l'espionnage à notre encontre a pour objectif la prédation d'actifs scientifiques, industriels et économiques. Et lorsque nos entreprises les plus innovantes, grandes entreprises comme PME, comme start-up, voient leurs efforts de recherche et de développement pillés, ce sont des milliers d'emplois qui disparaissent. Certaines critiques du texte considèrent que le projet élargirait indûment les finalités et donc le nombre de personnes surveillées. Ce n'est en aucun cas la démarche du gouvernement qui, au contraire, a veillé à mieux délimiter chacun des domaines constitutifs d'une menace grave. Dans la doctrine d'application de la loi de 1991, par exemple, la surveillance préventive du hooliganisme violent était tantôt classée dans la rubrique sécurité nationale, tantôt dans celle prévention de la criminalité organisée. Ce n'était à l'évidence pas satisfaisant, d'où la définition d'une rubrique plus précise autour des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale. Mais la définition retenue, si elle permet de prévenir l'action de groupes subversifs violents, comme cela a toujours été l'interprétation de la loi, toujours de 1991, n'empiétera en rien sur la liberté constitutionnelle d'opinion, d'expression et de manifestation. Les services de renseignement ne seront absolument pas autorisés à surveiller les actions licites de défense d'une cause. Par ailleurs, les responsables d'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui participe régulièrement avec son armée aux opérations internationales de sécurité collective, doivent disposer, ces responsables, des éclairages de politique étrangère nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. La volonté de promouvoir l'action diplomatique par rapport à l'action militaire justifie de ne pas réduire les capacités de renseignement au seul renseignement militaire ou à la lutte internationale contre la prolifération des armes de destruction massive. Les moyens de surveillance régaliens que les services ont besoin d'employer pour anticiper, détecter et prévenir les menaces contre la sécurité des Français, les libertés publiques et les institutions démocratiques seront donc strictement délimités. Je me réjouis que le travail d'amendement réalisé en commission ait déjà permis une convergence de vues avec le gouvernement sur la question des finalités, dont j'espère qu'elle sera partagée par tous les membres de cette Assemblée. Et je souhaite le redire à l'occasion du débat parlementaire d'une manière très solennelle. Si cette loi tient compte du contexte le plus récent, elle n'est en rien une réponse préparée dans l'urgence. Elle a été mûrement réfléchie, aussi bien au sein du gouvernement qu'à l'occasion des travaux de la mission d'information menée au sein de votre Assemblée en 2012 et 2013 sous la conduite de Jean-Jacques Urvoas et de Patrice Verchères. La décision de légiférer avait été prise en Conseil de défense par le Président de la République dès juillet 2014. Plus largement, la volonté de parachever le contrôle de l'activité des services s'inscrit dans une démarche initiée au cours de la législature précédente, avec la création de la délégation parlementaire au renseignement, la définition d'une communauté des services spécialisés de renseignement, la création d'une fonction de coordination et d'une académie. Depuis 2012, le gouvernement, qui a déjà fait voter 2 lois antiterroristes avec une large majorité dans cette Assemblée, a poursuivi la construction de l'édifice par la création de la Direction générale du renseignement intérieur et du service central du renseignement territorial. À l'occasion de la loi de programmation militaire de 2013, les prérogatives de la DPR ont été substantiellement augmentées et un statut légal a été conféré
conférée à la doctrine de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité relatives à l'accès administratif aux données de connexion. Enfin, le contrôle hiérarchique interne a été renforcé avec la création d'une inspection des services de renseignement en 2014. Elle mène actuellement sa première mission. Tout le monde s'accorde sur la nécessité de donner un cadre exhaustif à l'activité de nos services de renseignement. La CNCIS constate ainsi dans son dernier rapport d'activité que la modification législative s'impose. S'il fallait résumer ce projet de loi en quelques mots, on pourrait le faire ainsi. Désormais, toute opération de surveillance régalienne menée en n'importe quel point du territoire national dans le cadre d'une mission de renseignement fera l'objet d'une autorisation hiérarchique extérieure au service, d'un contrôle approfondi par une autorité indépendante, d'un droit au recours juridictionnel effectif pouvant enjoindre au gouvernement d'y mettre fin. Il s'agit là d'un projet juridique et démocratique majeur, et on peut même parler de petites révolutions dans le mode de fonctionnement quotidien des services. Il faut le comprendre. Ceux qui n'ont pas compris cela n'ont pas lu le texte. Des services qui d'ailleurs s'en félicitent, car ils étaient demandeurs de la légitimité de la loi, jusque dans les limites strictes qu'elle implique. Dès 2012, à l'occasion du livre blanc sur la défense et de la sécurité nationale, les directeurs généraux de la sécurité extérieure et intérieure et leurs équipes ont participé aux réflexions destinées à faire évoluer le cadre juridique de leur action. Ce sont ces mêmes services, ces mêmes directeurs qui en ont fait cette demande. Il règne d'ailleurs trop souvent une attitude ambivalente à leur égard. Ce sont les fantasmes que j'évoquais il y a un instant. Les attentes sont élevées et les critiques sévères en cas de défaut d'anticipation. Mais combien de voix critiques acceptent d'aller au bout du raisonnement et de s'interroger sur l'adéquation des moyens à leur disposition pour répondre précisément à ces attentes? L'action des services de renseignement au service de la sécurité des Français et de l'État de droit restera toujours discrète et pour une part secrète. Elle n'en est pas moins nécessaire. Et je tiens aujourd'hui, au nom du gouvernement, à rendre hommage à ces agents, véritables combattants de l'ombre. Outre les enjeux juridiques, il était indispensable d'accroître leurs moyens matériels. Les budgets alloués aux services de renseignement ont été révisés en proportion des enjeux de modernisation et de diversification des recrutements. Le 21 janvier dernier, j'ai présenté plusieurs mesures visant à renforcer notre dispositif de lutte contre le terrorisme, parmi lesquelles la création de 800 emplois supplémentaires dans ces services d'ici à 2017. Tout au long de la préparation de ce texte de loi, le gouvernement a veillé donc à l'efficacité du texte et aux garanties pour les libertés publiques. Il s'est tout particulièrement appuyé, c'est normal, sur l'avis éclairé du Conseil d'État. Il a mené une concertation ouverte avec la Commission informatique et liberté, la CNCIS, bien sûr, mais aussi l'autorité de régulation des communications électroniques ou encore la Commission du secret de la défense nationale. Avant même sa présentation en Conseil des ministres, j'ai eu l'occasion, avec Jean-Yves Le Drian et Bernard Cazeneuve, de présenter le projet à la délégation parlementaire au renseignement. Et je remercie tous ses membres, certains sont ici, et chaleureusement le président Jean-Pierre Raffarin pour le travail constructif qu'il a piloté. Pour encadrer des mesures opérationnelles de nature différente, ce texte les caractérise et les délimite en fonction du degré d'atteinte potentielle à la vie privée des personnes concernées. Il est normal qu'un tel projet suscite des interrogations et un débat approfondi, je le répète, est légitime. Mais certains raccourcis confinent une fois encore à la caricature. Ce projet de loi n'installe en aucune manière un appareil de surveillance policière de la population. Et le principe de ciblage de toute surveillance sur des personnes menaçantes demeurera. Mais il est incontournable d'adapter les mesures de surveillance aux infrastructures des réseaux, car la société numérique a fondamentalement changé les capacités d'organisation des personnes représentant une menace. Autrefois, pour agir, elles devaient nécessairement se réunir
recourir à des courriers humains ou encore utiliser un téléphone fixe. Autant de circonstances qui impliquaient de passer par l'espace public et qui donnaient prise à des surveillances physiques. Ces déplacements n'ont pas disparu, mais désormais, n'importe qui peut, depuis son domicile, communiquer et planifier des actions avec d'autres personnes en tout point du globe. Il dispose d'une multitude de moyens de dissimulation ainsi que d'outils de cryptologie sophistiqués. Cela change considérablement la donne. Lorsque les échanges sont dissimulés ou ne sont pas décryptables, il faut pouvoir contourner l'obstacle, soit par le recours à certaines techniques d'intrusion informatique, soit par le recours à la sonorisation de lieux privés, soit par la géolocalisation en temps réel des personnes. Ce n'est pas propre à la France. Ces techniques sont employées dans tous les services de renseignement étrangers comparables des États démocratiques. Pour protéger efficacement les Français, ils nous le demandent, les libertés publiques et les institutions, on ne peut faire abstraction de ces évolutions et geler les méthodes des services de renseignement à celles des années 80. Le texte détaille bien davantage qu'en 1991 les procédures. C'est d'abord le cas au niveau de l'autorisation, avec désormais l'inscription dans la loi du principe de l'avis préalable de l'autorité de contrôle. Mais cela vaut aussi en aval du recueil des données. Les conditions d'exploitation, de transcription, d'extraction et de conservation de ces données sont particulièrement renforcées. Ces développements techniques ne doivent pas occulter le principe transversal de la proportionnalité énoncé dès l'article 1er du texte de loi. Certes, la loi doit être suffisamment générale pour traiter de l'ensemble des menaces des années à venir, mais ce principe garantit que pour chaque opération, il y aura vérification du caractère adéquat du recours à une mesure de surveillance déterminée dans sa nature comme dans ses modalités. Il sera tenu compte de la gravité de la menace, voire du comportement de la personne ciblée. Le recours aux techniques les plus lourdes, telles que l'intrusion informatique ou domiciliaire, sera exceptionnel et ne pourra intervenir que si les autres techniques sont inopérantes. Le gouvernement a d'ailleurs prévu des règles plus strictes pour leur emploi, telles qu'une durée d'autorisation plus courte. Par ailleurs, le texte de loi prévoit des conditions de traçabilité et de suivi centralisé des mesures de surveillance qui permettront au contrôle de jouer pleinement à un triple niveau. Et c'est important de le rappeler. Avant l'exécution de la mesure, pendant l'exécution de la mesure et après, pour vérifier que les règles d'exploitation et de conservation sont respectées. Ce principe, qui entraîne une dissociation entre l'analyse spécialiste du dossier et l'exploitant des surveillances, est doublement coûteux en ressources humaines et parfois en risque de déperdition d'informations. Mais l'existence d'un contrôle strict est à ce prix. Ce principe est donc préservé pour les interceptions et l'accès aux données de connexion. Toutefois, si ces éléments sont centralisables, il n'en va pas de même pour les mesures de surveillance directement réalisées sur le terrain par des équipes opérationnelles. Poser une balise ou réaliser une géolocalisation à l'occasion d'une filature ne peuvent s'exercer depuis le GIC. Le gouvernement est donc nécessairement conduit à aménager ce principe de centralisation. Enfin, le contrôleur aura accès à tout moment, sans préavis, à toutes les données collectées. Toutefois, il faut prendre garde à la vulnérabilité très forte que constituerait la centralisation du produit de l'ensemble du renseignement collecté en un point unique, y compris vis-à-vis de services étrangers. L'excellent climat de coopération, mesdames et messieurs les députés, lors de l'examen du texte dans les deux commissions saisies au fond et pour avis, doit être souligné. Ce dialogue a permis d'enrichir le texte de l'approche du Parlement sur de nombreux points. Les éléments importants relatifs au contrôle ont été clarifiés ou renforcés. Un travail préparatoire à la séance très approfondi a été mené et je tiens à en remercier publiquement le président Jean-Jacques Urvoas, mais aussi les ministres Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian et Christiane Taubira. Leur sens du dialogue, à tous, de l'écoute et du compromis, ont permis de formuler des amendements pertinents. Ainsi, le gouvernement se montrera ouvert à de nouveaux amendements sur plusieurs points clés, comme les durées de conservation. Le gouvernement se ralliera à la durée maximale de 90 jours pour les données autres que les interceptions ou les données de connexion.
En matière de renseignement pénitentiaire, le gouvernement est conscient, nous l'avons tous dit, les rapports l'attestent, que la prison est un lieu où la radicalisation et l'enracinement de la délinquance organisée justifient une surveillance renforcée. Des initiatives novatrices ont été prises ces derniers mois par la garde des Sceaux. Comme le Parlement, nous sommes déterminés à aller plus loin et avancer, ce qui justifie la montée en charge de l'état-major de sécurité pénitentiaire. Sur proposition de la garde des Sceaux, le plan de renforcement annoncé en janvier prévoit des moyens humains et matériels significativement renforcés. La participation de l'administration pénitentiaire au dispositif de renseignement est actée, à commencer par sa présence au sein de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Nous prendrons en compte les avancées proposées qui doivent cependant être conciliées avec deux impératifs. Ne pas priver les services spécialisés, je pense à la DGSI ou à la police judiciaire, de pouvoir continuer à mener directement les surveillances qu'elles estiment nécessaires. Deuxième impératif, préserver la sécurité des agents pénitentiaires dans l'exercice de leur mission quotidienne. Enfin, et si je ne le disais pas, je manquerais à mes devoirs, je veux saluer l'attitude constructive de l'opposition qui a annoncé son soutien au texte dès sa présentation, peut-être même légèrement avant, et plusieurs de ces amendements ont déjà été pris en considération. Mesdames et Messieurs les députés, l'extension du contrôle indépendant suit évidemment l'extension du régime légal. Mais le gouvernement a décidé d'aller nettement plus loin en créant un droit au recours juridictionnel pour toutes les opérations de surveillance, y compris pour les communications internationales émises ou reçues en France. Tout d'abord, l'actuel CNCIS se transformera, si vous l'acceptez, en une nouvelle autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Elle disposera de moyens renforcés et comportera parmi ses membres 4 magistrats issus du Conseil d'État et de la Cour de cassation. La délivrance des avis individuels de la Commission s'effectuera toujours sous la responsabilité de l'un d'entre eux. Elle comptera parmi ses personnels les ingénieurs réseau capables d'assurer sa complète indépendance. Un membre de sa formation plénière sera également spécialiste des réseaux. La concertation avec les milieux numériques, dans laquelle la secrétaire d'État Axelle Lemaire s'est fortement impliquée, a montré qu'il s'agit là d'une garantie essentielle. Le contrôle juridictionnel apporte un progrès incontestable. Il sera confié au Conseil d'État. C'est la première fois dans notre système juridique que le secret de la défense nationale ne sera pas opposable à un juge. C'est la première fois. Ce dernier pourra de surcroît enjoindre l'exécutif à cesser une opération de surveillance, voire à détruire les renseignements recueillis ou à indemniser les victimes éventuelles. Dans la mesure où les personnes surveillées ne sont pas informées des surveillances dont elles font l'objet, la CNCTR pourra librement saisir la juridiction et produire durant l'instance pour en quelque sorte défendre directement les intérêts des citoyens. Par ailleurs, cette procédure pourra être activée par le juge pénal s'il le souhaite. Cette loi, et je veux l'affirmer ici devant vous, donnera à nos compatriotes des garanties concrètes qu'ils n'ont jamais eues jusqu'à présent dans le domaine du renseignement. Ce projet prévoit en effet de nombreux garde-fous. Et je voudrais insister sur certaines dispositions qui nourrissent un débat particulier pour dissiper les inquiétudes, les malentendus disproportionnés ou, tout simplement, les faux procès. D'abord, sur l'amélioration de notre capacité à détecter les activités des djihadistes sur les réseaux numériques. J'ai parlé tout à l'heure du niveau de menace. Et il faut savoir que parmi les 800 personnes détectées en Syrie ou en Irak, seule la moitié était connue avant leur départ. La moitié. Et faute d'éléments tangibles, les possibilités de judiciariser ces dossiers restent très insuffisantes. Une surveillance physique peut mobiliser 20 agents. Les besoins pour surveiller les 3000 personnes engagées de près ou de loin dans la mouvance terroriste ou sur Internet excèdent donc de très loin les capacités de nos services. Alors, nous devons innover dans les méthodes, sans bien sûr renoncer à l'analyse humaine ou aux missions du terrain, d'où les moyens supplémentaires
que j'ai annoncée il y a quelques semaines. Les djihadistes ont parfaitement intégré la révolution numérique. Ils en utilisent toutes les ressources et les services de renseignement doivent pouvoir faire face. C'est la raison d'être de l'expérimentation de la détection par algorithme, lorsque et uniquement lorsque des comportements numériques spécifiques aux réseaux terroristes sont détectables. Certains acteurs du numérique, et notamment des entrepreneurs soucieux de conserver la confiance de leurs clients, expriment leur inquiétude face à cette disposition nouvelle. Je veux les rassurer, d'ailleurs, la discussion, en tout cas avec ceux qui sont de bonne foi, s'est engagée. Déjà, le travail en commission a permis de resserrer fortement l'encadrement de cette mesure. Le gouvernement entend garantir que la surveillance sera ciblée strictement sur les comportements menaçants. Les données tierces ne seront pas accessibles ou exploitables par les services. L'autorité indépendante de contrôle interviendra à toutes les étapes de la mise en œuvre de ce dispositif. Contrairement à de nombreux acteurs privés, le gouvernement s'interdit absolument toute possibilité de filtrage des contenus. Cela n'a rien à voir avec les pratiques révélées par Edward Snowden. Afin de renforcer encore les garanties, le gouvernement déposera un amendement prévoyant que ce dispositif sera temporaire pour une durée de 3 ans. Cela permettra de soumettre son prolongement à la décision expresse du Parlement sur la base d'une évaluation détaillée des conditions de sa mise en œuvre. S'agissant, c'est un autre débat, des capteurs de proximité, il n'y aura pas davantage d'aspiration massive de données. Leur usage est indispensable pour identifier les moyens de communication qu'utilisent des individus menaçants qui cherchent à dissimuler leurs échanges. Mais il est techniquement possible de garantir que seules les données ciblées sur les personnes recherchées seront exploitées et conservées, toutes les autres données étant écrasées. Et la centralisation des données extraites doit garantir un contrôle systématique et exhaustif. Les échanges que vous aurez pendant les débats, avec notamment le ministre de l'Intérieur, permettront d'encadrer le texte de manière plus précise encore. Le texte met également en place des procédures d'urgence opérationnelle. Chacun peut le comprendre face à la menace, qui est souvent imprévisible, et les services doivent pouvoir réagir très rapidement en certaines circonstances. Ces procédures d'urgence seront bien sûr, elles aussi, très encadrées. Le gouvernement va solliciter le rétablissement d'une procédure d'urgence absolue, c'est-à-dire sans avis préalable de la CNCTR. Le recours à ce dispositif sera strictement exceptionnel, je m'y engage solennellement, uniquement dans l'hypothèse d'une urgence vitale et dans une situation où la Commission ne pourrait délivrer son avis préalable. En cas de crise majeure affectant la sécurité des citoyens, l'action de l'État doit pouvoir être immédiate. Mesdames et Messieurs les députés, au sujet des activités de renseignement de la DGSE, je veux faire ici une mise au point très claire devant la représentation nationale. Les services de renseignement français ne procèdent strictement à aucune interception de communication échangée sur le sol français en dehors du régime ciblé prévu par les interceptions de sécurité. Ni la DGSE, ni aucun service n'ont accès au centre de stockage des opérateurs. Il n'y a donc, et affirmer le contraire est un mensonge, aucune surveillance de masse des Français. La DGSE peut procéder à des opérations de surveillance des communications internationales, comme c'est son rôle. Mais cela s'effectue sur la base d'instructions précises, selon un filtrage rigoureux et dans la limite des finalités prévues par le projet. Dès lors qu'une communication internationale a son origine ou sa destination en France, le droit commun s'applique en matière d'exploitation et de contrôle. Par ailleurs, ces données ne font pas l'objet d'une transmission à des partenaires étrangers. Le projet de loi qui vous est soumis encadrera ces opérations de manière encore plus précise et il renvoie à 2 décrets d'application. Là encore, le projet comporte de très notables avancées par rapport à la loi de 1991. Enfin, conformément à l'annonce faite devant vous en janvier, le gouvernement a déposé un amendement pour créer un fichier de suivi des terroristes
permettant de leur imposer la déclaration de leur domicile et de leur déplacement à l'étranger. Si ces dispositions n'ont pu figurer dans le projet final, c'est parce que nous avons voulu soumettre le projet à l'avis de la CNIL et du Conseil d'État. Mesdames et Messieurs les députés, je conclus. Ce projet de loi que vous allez débattre, en présence des ministres qui suivent plus particulièrement ce texte, Christiane Taubira, Jean-Yves Le Drian et bien sûr, comme chef de file, Bernard Cazeneuve, ce projet de loi constituera un progrès important pour nos services de renseignement et pour notre démocratie. Alors que nous nous dotons d'un texte de loi qui encadre les services de renseignement à leur demande, alors que nous n'avions pas ce type de cadre juridique pour notre action, il est toujours étonnant de voir un certain nombre de critiques venir, parfois d'ailleurs un peu tard, contester non pas la légitimité de ce texte, mais son caractère éventuellement liberticide. Tout cela ne sont des fantasmes. Et la discussion, j'ai essayé de le faire devant vous, met à mal, me semble-t-il, ces fantasmes et ces critiques excessives et absurdes. Ce texte de loi est le fruit d'une longue concertation, menée notamment, et à ceux qui veulent revitaliser le rôle du Parlement, je leur demande de lire les extraits des débats, des discussions, qui ont lieu d'ailleurs depuis des mois, sinon des années, au Parlement. Longue concertation, donc, menée notamment ici à l'Assemblée, avec la délégation parlementaire au renseignement, avec les présidentes Urvoise et Adam. Et cette concertation a été, me semble-t-il, à la hauteur des enjeux de ce texte. Je souhaite, vous pouvez le comprendre, qu'il recueille au Parlement le soutien le plus large possible et qu'il soit adopté le plus rapidement possible. Et je remercie tous les groupes politiques pour le caractère constructif des débats. Car sur les questions de souveraineté, nous devons nous rassembler au-delà des clivages partisans. Il y va de la sécurité de la nation, de la souveraineté économique, diplomatique et géopolitique de la France, et c'est, vous le savez, j'en suis convaincu, d'abord l'exigence des Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, président et rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les ministres, Madame la présidente de la Commission de la Défense, Monsieur le rapporteur pour avis, Monsieur le Premier ministre, vous venez de présenter avec une très grande précision ce texte, à la fois dans sa philosophie et aussi dans ses dispositions. Comme je partage votre analyse et que vous avez aimablement décrit les modifications nombreuses apportées par la Commission des lois à son contenu, je ne crois pas utile de revenir sur ces points. Je vais donc borner mon propos en tentant de répondre à quelques simples interrogations. Première question, pouvons-nous nous passer, notre pays peut-il se passer de ces fameux services de renseignement? Après tout, la réponse ne va pas de soi. Notre mémoire est en effet peuplée de souvenirs où le renseignement est souvent associé à l'idée de trahison, de surveillance policière ou d'opérations peu avouables, de la police secrète de Fouché au Rainbow Warrior, en passant par les micros du Canard enchaîné. C'est d'ailleurs ce qui explique, pour l'essentiel, que notre pays n'a pas cette culture du renseignement que connaissent par exemple les pays anglo-saxons. Chez eux, ces activités qu'ils baptisent d'ailleurs intelligence sont considérées comme étant légitimes et utiles. Chez nous, en dehors des conflits armés, ces services que l'on préfère appeler secrets furent longtemps perçus comme exerçant des activités perfides et des missions infamantes. C'est d'ailleurs une caractéristique de notre tradition nationale. Pour nous, la bataille est un acte où on doit prendre tous les risques, et c'est cela qui valorise la victoire et qui en fait un exploit. Pour nous, le succès doit être noble et donc le combat doit être épique. Pour nous, pour que l'exploit soit sublime, le héros doit prendre tous les risques. En fait, c'est Corneille qui le dit le mieux dans le Cid, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Nous sommes ainsi pétris d'une forme d'esprit
chevaleresque, qui laisse peu de place au stratagème et à la ruse. Nous privilégions le combat frontal et l'appel à la force, à la stratégie indirecte, qui peut permettre la victoire au moindre coût en utilisant la duperie. Rien ne prédispose donc les Français à nous intéresser aux techniques de renseignement. Rien ne prédispose les Français à en devenir des orfèvres. Et pourtant, je crois que cela change. Face à l'évolution des menaces que vous avez décrites, Monsieur le Premier ministre, les citoyens découvrent l'utilité du renseignement comme outil de protection des populations. Peu à peu, les services gagnent une légitimité. Hier, la menace était extérieure et identifiée. Aujourd'hui, elle est, hélas, intérieure et diffuse. Hier, les services apparaissaient comme des outils au seul profit de l'État. Aujourd'hui, ils deviennent des moyens pour garantir les libertés individuelles et collectives. Voilà pourquoi il est évidemment impossible de se passer de services de renseignement qui sont les outils indispensables d'une politique publique. Deuxième question, fallait-il vraiment une loi sur le renseignement? Là encore, la question mérite d'être posée. Après tout, si l'espion est de tous les temps, qu'on se le rappelle les 10 espions que Moïse, dans la Bible, avait envoyés pour qu'on lui décrive le pays de Canaan, les services, c'est-à-dire une organisation dédiée, sont plus récents. Et jamais, avant aujourd'hui, notre pays n'avait jugé bon de leur donner un cadre légal. Mais si, dans notre pays, nous en sommes encore à nous interroger sur la nécessité de ce cadre, tous nos partenaires ont répondu positivement depuis des années. D'abord, les précurseurs, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne en 1950. Et ensuite, la plupart des nations dans les années 1990. Le Royaume-Uni, 1994, la Hongrie, 1995, l'Italie, 1997, la Belgique et la Roumanie, 1998, la Slovénie, 1999, avec une accélération depuis le début du XXIe siècle, le Danemark, l'Autriche en 2001, les Pays-Bas, l'Espagne, la Pologne, la Suède en 2002, le Portugal, la République tchèque en 2004, la Grèce et la suite. Il ne reste que nous. Logique dès lors que ce constat, la nécessité de donner un cadre au service, fasse maintenant consensus. Pas une seule fois, dans les 38 auditions que j'ai conduites, je n'ai entendu l'un de mes interlocuteurs remettre en cause cette décision que le Président de la République a prise en juillet 2014 lors du Conseil national du renseignement. Tous ont admis l'urgence de le faire, au nom du renforcement de l'État de droit, ainsi que vous l'avez rappelé, au nom de la protection des libertés individuelles, comme nous l'écrivions avec Patrice Verchères dans notre rapport en 2013, au nom de l'efficacité des services, comme l'ont souligné les chefs de la DGSE, de la DPSD et de la DRM dans les auditions devant la Commission de la Défense. Consensus donc sur l'objet, le cadre, mais dissensus sur le contenu. Et c'est ma troisième question. Les moyens que cette loi souhaite octroyer aux services ne sont-ils pas excessifs? Des inquiétudes se sont exprimées sur cet aspect. Il y a deux manières d'y répondre. La première serait simplement de reprendre une citation du maréchal Foch, publiée dans un de ses ouvrages, Principes de la guerre, 1903, qui contient la plupart des leçons qu'il avait enseignées à l'école du même nom. Le maréchal Foch disait « À la guerre, on fait ce qu'on peut avec ce que l'on sait. Et pour faire beaucoup, il faut savoir beaucoup. » Et dans notre monde devenu complexe, incertain, mouvant, imprévisible, ce qui modifie profondément notre perspective stratégique, nous devons faire beaucoup pour combattre nos adversaires et surtout nos ennemis. Et puis de surcroît, comme le dit en 2013 Robert Badinter, l'état de droit n'est pas l'état de faiblesse. La seconde, moins belliqueuse ou moins martiale, serait de rappeler ce que sont nos services de renseignement, ce qui viendra relativiser les moyens dont nous allons les doter. Nos services ne sont pas des organisations occultes dont la mission serait de surveiller dans l'opacité, comme je l'ai lu sous la plume d'une secrétaire générale d'un syndicat de magistrats. Ce sont des administrations reposant sur des fonctionnaires, civils et militaires, ce qui, conformément aux principes démocratiques, doit les conduire à être soumis à toutes les formes de contrôle nécessaires pour préserver les libertés individuelles et collectives. Nos services ne sont pas plus secrets que spéciaux, comme il arrive qu'ils soient qualifiés, sans doute parce que ces termes perdent en précision ce qu'ils gagnent en capacité à susciter immédiatement le mystère. Plus modestement,
Nos services sont des outils de réduction de l'incertitude auprès des autorités de notre pays. Ce sont des institutions de clarification de la réalité, selon la définition que donne un ancien chef du renseignement israélien. Ils doivent donc répondre à une exigence clairement posée, se conformer aux normes de la société qu'ils ont pour mission de protéger. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a adopté 172 amendements, dont la plupart visaient justement à renforcer toute l'architecture de contrôle qui était déjà contenue dans le texte gouvernemental. Nous avons, par exemple, garanti l'accès du contrôleur aux données recueillies car nous sommes convaincus que l'effectivité du contrôle en dépend. C'est l'une des nombreuses leçons que nous avons retenues de la jurisprudence de la CEDH, notamment dans sa décision Popescu du 26 juillet 2007, qui nous dit « La légalité ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'un dispositif de contrôle effectif ». De même, avons-nous veillé à ce que la CNCTR soit cette institution civile indépendante des services et de l'exécutif que mentionne le Conseil des droits de l'homme de l'Assemblée générale de l'ONU comme élément indispensable et déterminant de ce qu'elle appelle un système efficace de supervision du renseignement, selon les mots de son rapporteur spécial, Martin Scheinin, dans une résolution de 2010. Et je veux saisir l'opportunité de saluer les parlementaires qui, par leurs amendements, ont amplement contribué à ce travail. Évidemment, Philippe Noche, rapporteur pour avis de la Commission de la Défense, Pascal Popelin, au nom du groupe socialiste, Christophe Cavard et Sergio Coronado, du groupe Écologie Les Verts, Guillaume Larrivé, de l'UMP et Hervé Morin, de l'UDI. Ainsi, avec la reconnaissance d'une capacité de contrôle de la politique du renseignement pour la délégation parlementaire au renseignement qui figurait dans la loi de programmation militaire voulue par Jean-Marc Ayrault, et l'inspection du renseignement créée le 24 juillet 2014 à votre instigation, Monsieur le Premier ministre, la France dispose enfin d'un système complet de contrôle qui lui faisait défaut. Ma dernière question pose une évidence. Cette loi règle-t-elle toutes les questions? Le nom de l'autorité administrative que nous allons créer apporte la réponse. Dans notre rapport de 2013, nous appelions de nos vœux la naissance d'une commission de contrôle des activités du renseignement. Vous nous proposez de la limiter aux techniques du renseignement. Cela explique qu'en commission comme en séance, je n'ai pas déposé d'amendement qui ne concernait pas explicitement ce sujet. J'aurais pourtant aimé évoquer le rôle tout aussi utile et que je crois de plus en plus important de l'Académie du renseignement, que le positionnement que je crois perfectible du coordonnateur national du renseignement. Voilà pourquoi je donnerai lors de cette séance, comme en commission, des avis défavorables à tous les amendements qui ne rentrent pas dans le périmètre du texte. Mais il en restera d'autres, bien d'autres, qui nous permettront de faire œuvre utile pour que nous puissions tous ensemble, enfin, adopter un cadre juridique pour nos services. Je vous remercie. Merci, Monsieur Urvoas. La parole est maintenant à Philippe Noche, rapporteur pour avis de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, Madame la Présidente, chers collègues, ce projet de loi sur le renseignement vient parachever les importantes réformes entreprises depuis 2008 pour doter la France de capacités techniques, humaines et financières en matière de renseignement en adéquation avec les enjeux stratégiques contemporains. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 a réaffirmé, dans la continuité de la loi de programmation militaire précédente, que la fonction connaissance et anticipation était un élément fondamental de notre stratégie de sécurité nationale et la condition de notre autonomie stratégique. Les 6 services qui composent la communauté du renseignement ont vu leur coordination renforcée depuis 2009 autour d'un Conseil national du renseignement qui arrête désormais une stratégie nationale du renseignement. Ce projet de loi n'est donc pas une loi de circonstance, contrairement à ce que certains avancent, qui serait dictée par l'émotion suscitée par les attentats meurtriers de janvier dernier. Il vient au contraire consolider les évolutions entreprises ces dernières années qui ont fait progressivement sortir de l'ombre notre politique publique en matière de renseignement. Il est également le fruit d'un travail engagé depuis plusieurs mois par le gouvernement et le Parlement, appuyé par les travaux tant de la commission des lois que de la délégation parlementaire au renseignement dont il reprend l'essentiel des propositions.
Le texte va d'ailleurs bien au-delà de la seule prévention du terrorisme pour s'intéresser à l'ensemble des intérêts fondamentaux de la nation, sécurité nationale, patrimoine industriel et scientifique, lutte contre la délinquance organisée, action diplomatique. Ce projet de loi vise à combler les lacunes d'une législation éparse dont certaines dispositions étaient entrées en vigueur il y a plus de 25 ans, bien avant l'explosion des communications téléphoniques et des réseaux électroniques de télécommunications. Il permet de doter les services de renseignement d'outils techniques adaptés à ces évolutions technologiques et aux mutations de la menace. Si la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 a permis d'étendre l'accès des services de renseignement à certains fichiers et rénover le cadre juridique de la géolocalisation en temps réel, les services ne disposent en effet pas de moyens d'investigation comparables à ceux qui ont été accordés aux services de la police judiciaire ces dernières années. Le projet de loi va combler ce retard et étend aux services de renseignement la possibilité de poser des balises, de capter des images, des sons ou des données informatiques. Il crée également 2 nouveaux modes d'exploitation des données de connexion aux seules fins de la lutte contre le terrorisme. Surtout, ce projet de loi permet de définir pour la première fois une véritable politique publique de renseignement et de la doter d'un cadre juridique clair, stable, à la fois plus protecteur pour les agents de ces services et pour l'ensemble des citoyens. Les finalités de la loi de 1991 ont été complétées et précisées et couvrent désormais l'ensemble du champ d'action de nos services, y compris lorsqu'ils agissent à l'étranger. Le projet de loi organise également un contrôle très strict des activités de renseignement grâce à un cadre contraignant, des procédures lisibles, une autorité administrative indépendante au pouvoir renforcé et un contrôle juridictionnel inédit. Cela a été dit au cours des débats en commission, c'est dans la capacité de la future autorité indépendante à effectuer son contrôle que réside l'une des meilleures garanties de protection des droits individuels. Si la CNCIS a aujourd'hui accès facilement aux données collectées par le groupement interministériel de contrôle, le GIC, la variété des techniques prévues par la loi ne permettra plus ce recueil centralisé autour d'un seul service technique. Le débat permettra, Monsieur le Premier ministre, de mieux préciser les modalités d'organisation de la centralisation et de la traçabilité des données collectées prévues par la loi et la place que pourra occuper le GIC dans la mise en œuvre de cette centralisation. Pour conclure, je dirais que le texte présenté par le Gouvernement est un texte équilibré, tant par les droits nouveaux qu'il accorde aux services que par les garanties qu'il offre en contrepartie aux citoyens. La commission de la Défense a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi après avoir adopté quelques amendements de précision. L'un vise à donner un contenu à la politique publique de renseignement en faisant référence à 2 notions déjà présentes dans notre législation, la stratégie de sécurité nationale, définie par le Code de la Défense, et les intérêts fondamentaux de la nation, définis par le Code pénal. Un autre visait à donner une protection pénale à nos agents lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur mission à l'étranger, sur le modèle de la protection offerte à nos soldats déployés en OPEX. Il n'a pas été adopté en commission des lois et j'espère que la nouvelle rédaction plus précise recueillera un avis favorable sur ces bancs. Les agents de nos services, vous le rappeliez, Monsieur le Premier ministre, sont des fonctionnaires dévoués qui agissent dans le cadre de la loi et il est naturel que les représentants de la nation soient soucieux de leur protection. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Noche. La parole est maintenant à Madame Patricia Adam, présidente de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Garde des Sceaux, Messieurs les ministres, chers collègues. Je me joins bien sûr à tous ceux qui sont intervenus avant moi et en particulier au Premier ministre qui considèrent que ce texte est bienvenu. En effet, soucieuse du respect des libertés individuelles et de la stricte application des procédures administratives, je ne pouvais qu'être inquiète de l'existence de pratiques au fondement légal quelquefois incertain. En effet, si la gravité des infractions recherchées justifie sans doute des moyens d'investigation particuliers, l'État de droit ne peut que se manquer à lui-même s'il méconnaît ses obligations en termes de respect de la vie privée de ses citoyens. Je veux donc ici remercier, bien sûr, le gouvernement pour avoir accepté de longue date une discussion sur le sujet complexe de l'équilibre entre l'étendue des moyens d'investigation et des garanties offertes aux citoyens. Je remercie aussi les administrations concernées, même si nos relations sont faites, c'est vrai,
de confiance mutuelle, la volonté commune d'arriver à des solutions utiles et d'intérêt général pour tous doit être signalée. Je relève aussi le rôle tout particulier qu'ont eu la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité et ses présidents successifs dans la prise de conscience de la nécessité de faire évoluer les modalités de contrôle des investigations, comme d'ailleurs le rôle de la DPR qui a émis un avis favorable à ce texte et de l'ensemble de ses membres. J'ai déjà dit que le travail sur ce texte a été entamé de longue date, d'autres l'ont précisé avant moi. D'une certaine façon, il poursuit la réflexion entamée par le Livre blanc, puis par la loi de programmation militaire, et je me félicite que les bases de ce projet aient été posées avant les attentats de janvier 2015, contrairement à ce que l'on peut lire ou entendre. On peut ainsi affirmer que même si ces événements et le contexte qui en résulte pèsent, le projet de loi ne constitue pas une réponse ponctuelle à l'événement, mais plutôt le constat d'une évolution de la technique et des besoins depuis près de 25 ans. Fondamentalement, le projet est une recherche d'équilibre entre la nécessité de renseigner et la protection du citoyen. Le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ne l'a pas dit autrement devant la Commission de la Défense. Le projet de loi sera rapidement dépassé s'il parle uniquement de technique, c'est-à-dire s'il s'attache prioritairement à la question des moyens d'investigation. Le véritable enjeu est plutôt la qualité du contrôle qui s'exerce sur l'utilisation des moyens d'enquête, et c'est pour cette raison que je me réjouis que les travaux en commission aient permis de préciser l'étendue et les modalités de ce contrôle. À ce propos, j'ai constaté qu'au dehors de notre Assemblée, comme en son sein, une confusion pouvait exister sur la nature du travail de la police administrative, et je veux rappeler ici que cette police n'a pas moins de légitimité que la police judiciaire. Je veux aussi dire que je suis étonnée du procès en illégitimité de ce qui est fait au Conseil d'État, qui serait moins apte à défendre les libertés et à faire respecter la loi que d'autres instances. Une telle vision remet en cause les fondements mêmes de l'organisation de l'État. Je préfère y voir une incompréhension ou un simple emportement corporatiste que nos travaux permettront, j'espère, de dépasser, j'en suis même certaine. Pour sa part, notre collègue Philippe Noche, rapporteur pour avis, précisera la nature des débats de la Commission de la Défense et les apports au texte, et je le remercie bien évidemment de son travail. Merci. Merci Madame la Présidente. J'ai reçu de Monsieur Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6 du règlement. La parole est à Monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Madame la garde des Sceaux, Monsieur le ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs. Monsieur le Premier ministre, au moment où nous entamons l'examen de ce projet de loi, nous savons tous que notre pays est confronté à une menace terroriste islamiste d'une intensité inégalée. Jamais cette menace n'a été aussi forte. La France représente une cible et, hélas, une cible privilégiée. Les attentats perpétrés les 7, 8 et 9 janvier à Paris par les frères Kouachi et par Amédi Koulibaly, ainsi que l'attentat de Nice quelques jours plus tard, ont révélé tragiquement à nos compatriotes l'ampleur des risques auxquels notre démocratie doit faire face. Les attaques terroristes se multiplient et ignorent les frontières. La semaine dernière, TV5 Monde faisait l'objet d'une cyberattaque du groupe Cyber Calipate. À la mi-mars, l'attentat du musée du Bardo à Tunis causait la mort de 19 personnes. Face à ce phénomène sans précédent, il est de notre devoir collectif, majorité comme opposition, en tant que responsables, de mieux protéger notre pays. Oui, c'est notre devoir. Oui, c'est notre responsabilité. C'est dans cet esprit que s'inscrira la position du groupe UMP. La guerre contre le terrorisme
nécessite de dépasser les clivages politiques et exige l'unité nationale. C'est la raison pour laquelle nous prendrons nos responsabilités en soutenant de façon très majoritaire ce projet de loi que personnellement, naturellement, je voterai. Même si nous demandons, au travers de cette motion de renvoi en commission, de le retravailler pour l'enrichir par rapport aux propositions que formulera notre groupe. Le 13 janvier, Monsieur le Premier ministre, vous avez appelé ici même de vos vœux à un rassemblement et à l'unité de tous les Français face au terrorisme. Nous avons souscrit à cet appel. Je ne peux toutefois que regretter que cet esprit du 11 janvier exprimé par des millions de Français dans toutes les rues de France n'ait pas toujours prévalu de votre côté. Je ne rappellerai pas ici l'attitude indigne de certains au moment de l'affaire Mera. Je n'évoquerai pas plus l'attitude du candidat Hollande qui n'avait pas souhaité soutenir le texte proposé par le président Sarkozy le 11 avril 2012, juste après cette terrible affaire. Nous n'avons pas eu la même attitude. Vous n'êtes pas On laisse poursuivre Monsieur Ciotti. Vous n'êtes pas comptable, Monsieur le Premier ministre, de ces postures ou de ces indignités. Mais je veux néanmoins regretter que les propositions de loi présentées il y a 2 semaines par le groupe UMP aient été balayées d'un revers de la main. Pourtant, tant la proposition de loi renforçant la légitime défense des policiers, que j'ai eu l'honneur de défendre au nom de notre groupe, que celle instaurant un crime d'indignité nationale porté par Philippe Meunier pour les terroristes, méritait d'être soutenue par le gouvernement et la majorité. Dès lors, nous serions en droit, Monsieur le Premier ministre, de vous demander ce que vous avez fait de cet esprit de rassemblement et d'unité exprimé le 11 janvier, lorsque vous repoussez avec force toutes nos propositions. Nous pouvons également regretter aujourd'hui la méthode choisie par le gouvernement, le morcellement des textes et leur étalement. Un étalement qui nous a fait perdre beaucoup de temps, trop de temps, au détriment de la sécurité des Français. Nous pouvons aujourd'hui nourrir le sentiment d'entretenir un retard permanent sur les avancées tragiques des terroristes islamistes. Le texte que vous nous présentez est le 3e projet de loi de lutte contre le terrorisme depuis le début du mandat de François Hollande. Le dernier, vous nous aviez tellement reproché, mes chers collègues, d'avoir trop légiféré en la matière. Vous êtes au 3e texte qui est aujourd'hui défendu. Le dernier a été publié au journal officiel du 14 novembre dernier. 6 mois après, nous sommes contraints de revenir devant le Parlement. Le premier, c'est vous, lors de cette mandature, Monsieur le Premier ministre, qui l'avez porté. Vous étiez alors ministre de l'Intérieur. Ce texte a été promulgué le 21 décembre 2012. Je souligne que nous avons tous voté ces 2 projets de loi dans l'esprit que je rappelais tout à l'heure, même si à chaque fois nous avons souligné leurs insuffisances et même si à chaque fois nous vous avons mis en garde sur les lacunes qu'ils contenaient et sur la nécessité qu'il y aurait à revenir, à légiférer à nouveau du fait justement de ces lacunes. L'accélération des départs vers la zone syro-irakienne a commencé, Monsieur le Premier ministre, vous le savez, dès la fin de l'année 2012. Ce n'est qu'au printemps 2014, en avril, je crois, 2014 très précisément, que le gouvernement a adopté un plan anti-djihad. Que de temps perdu, là encore. Nos voisins européens n'ont pas souffert, eux, du même attentisme. Notre conviction est que toute réforme demeurera imparfaite
Tant que la lutte contre le terrorisme ne sera pas abordée de façon globale, la guerre contre le terrorisme, oui la guerre, mes chers collègues, car nous sommes en guerre, exige une action sur tous les fronts. La France a besoin d'une véritable loi cadre et d'une vraie loi de programmation budgétaire et pas simplement d'engagement pluriannuel flou, Monsieur le Premier ministre. Or, vous n'abordez ici que le volet renseignement. Cette approche, S'il vous plaît. cette Permettez approche, que l'on écoute l'orateur. cette approche est certes indispensable. Elle est certes indispensable, mais elle demeure insuffisante. Vous omettez notamment le volet judiciaire, sans lequel les avancées de votre texte pourraient se révéler totalement inutiles. Pourtant, mes chers collègues, bien avant les attaques de janvier dernier, les députés de l'opposition, mais aussi tous les spécialistes des questions de terrorisme, vous alertez, vous mettez en garde sur l'inadéquation de notre arsenal juridique et sur la nécessité d'adopter enfin une grande loi d'envergure embrassant toutes les problématiques liées au terrorisme, de la prévention au renseignement jusqu'à la sanction judiciaire. En septembre, je disais de cette tribune, dans le même cadre, au nom du groupe UMP, que la question n'était pas de savoir si nous allions faire l'objet d'une attaque, mais quand celle-ci aurait lieu. Malheureusement, les attentats de janvier sont venus confirmer nos craintes. Le risque, mes chers collègues, est de taille. En mars 2015, vous avez rappelé les chiffres, Monsieur le Premier ministre. Nos services de renseignement ont recensé près de 1500 ressortissants, 1496 très exactement. La commissaire européenne aujourd'hui évoque des chiffres plus importants, je ne sais pas selon quelle source. 1500 ressortissants français concernés par le départ vers les zones de combat syro-irakiennes. 423 se trouvent effectivement dans les zones de combat aujourd'hui, dont 123 femmes et 8 mineurs combattants, 267 personnes ressortissantes françaises auraient quitté les zones de combat, 202 auraient regagné notre pays. Parmi ces quelques 200 individus au minimum, certains n'ont qu'un seul objectif, commettre un acte terroriste sur notre territoire et s'attaquer à des innocents. Les services évaluent le nombre de départs en cours, en projet actuellement, à plus de 400. Et ce sont, mes chers collègues, encore des chiffres officiels. On sait très bien que cette réalité statistique est très loin de recouvrir la réalité du phénomène. La commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes, que j'ai l'honneur de présider, a procédé avec notre rapporteur, M. Menucci, auquel j'appelle au calme, a procédé à de nombreuses auditions et nous avons pu constater que les lacunes de notre droit, comme les déficiences en moyens, sont aujourd'hui, hélas, manifestes. Nous espérons, Monsieur le Premier ministre, que le gouvernement et la majorité sauront entendre nos observations afin d'améliorer ce texte. Dans l'esprit constructif que j'ai rappelé au début de mon propos, en disant très clairement que je soutiendrai ce texte et que je le voterai, nous avons déposé, soyez calmes mes chers collègues, nous avons déposé une série d'amendements permettant d'améliorer ce projet de loi. J'espère que vous serez prêts à accepter nos propositions. Ce texte propose un cadre légal à des activités de renseignement, il faut bien le reconnaître, déjà existantes pour beaucoup d'entre elles. Jusqu'alors peu encadrées pour mieux détecter dans un cadre administratif la menace, pour mieux détecter, pour mieux prévenir dans un cadre administratif. Et d'ailleurs, je dis à ceux
qui formulent des critiques injustifiées contre ce texte, en rappelant qu'il n'y a pas l'intervention du juge judiciaire, qu'il y a une distinction fondamentale en ce qui relève de la police administrative qui vise à détecter la menace et de l'action judiciaire qui vise à la sanctionner. Permettez-moi, à ce titre, de rendre un hommage appuyé et solennel à l'ensemble de ces hommes et de ces femmes. Et vous rappeliez tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, les risques qu'ils prennent, mais aussi les critiques dont ils font l'objet, qui, dans la plus grande discrétion, sont engagés parfois au péril de leur vie dans cette lutte implacable contre le terrorisme pour la sécurité de tous nos concitoyens. Certains, on l'a vu encore devant notre Assemblée cet après-midi, voudraient opposer de façon caricaturale liberté et sécurité. Je récuse personnellement ce raisonnement, car pour moi, liberté et sécurité vont de pair, et sans sécurité, il n'y a pas de liberté possible. Qui est aujourd'hui l'ennemi de la liberté? Le terroriste ou le service de renseignement? Ne soyons pas naïfs, car cela laisserait un avantage décisif aux terroristes et à ceux qui se constituent comme de véritables bombes humaines. Et vous rappeliez tout à l'heure les attentats suicides commis en Syrie par 7 ressortissants français. Ayons confiance, mes chers collègues, dans la force de notre démocratie. Oui, ayons confiance dans la force de notre démocratie. Je ne crois pas que l'on puisse me soupçonner de complaisance à l'égard du gouvernement que vous dirigez. Et pourtant, j'ai confiance dans la force de la démocratie républicaine que tous ici nous exprimons. Oui, nous devons avoir confiance dans cette démocratie, ne pas soulever de risques fictifs, éloignés de la réalité. Regardons la vraie menace en face. Elle n'est pas fictive. Il est certes exact que les techniques de recueil de renseignements qui sont prévues par le projet de loi seraient susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale, à l'inviolabilité du domicile et au secret des correspondances des personnes surveillées. Mais ces restrictions aux libertés fondamentales seront strictement encadrées. Le rôle de l'État et de la représentation nationale est justement de concilier les droits fondamentaux, ces droits fondamentaux que sont la sécurité et la liberté. Rappelons que la sauvegarde de l'ordre public constitue, selon le Conseil constitutionnel, un objectif justement à valeur constitutionnelle qui autorise que des limitations puissent être apportées à l'exercice des libertés fondamentales. Il est dans ce cadre parfaitement et totalement inexact d'affirmer que les mesures proposées ne sont pas conformes au respect des libertés fondamentales. Ce projet de loi apparaît équilibré. Il prévoit un contrôle administratif indépendant grâce à la création de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, autorité administrative indépendante dans laquelle siégeront 4 magistrats de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative. Son rôle sera d'émettre un avis préalable à toute autorisation de mise en œuvre d'une technique de renseignement par le Premier ministre. Le projet de loi prévoit également un contrôle juridictionnel confié au Conseil d'État. Il pourra être saisi par un particulier ou par la CNCTR si elle estime que les suites données à ces recommandations ne sont pas satisfaisantes. Si une irrégularité est constatée, le Conseil d'État pourra annuler les autorisations de procéder aux techniques de renseignement, ordonner que les requérants soient indemnisés et que les données collectées soient détruites, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre. Ce projet de loi offre donc pour nous, dans le contexte que j'ai évoqué et dans le cadre qui a été rappelé, des outils utiles, pertinents aux services de renseignement, interception de sécurité, accès administratif aux données de connexion, captation, transmission et enregistrement de sons, d'images, de données informatiques, géolocalisation en temps réel de personnes ou de véhicules, détection de signaux faibles au total par la pose de boîtes noires chez les opérateurs.
autant de mesures qui sont réclamées de longue date par nos services. Notre commission, la commission des lois, Monsieur le Président Urvoas, Monsieur le rapporteur, a amélioré le texte. Les députés ont opportunément élargi les finalités que pourront invoquer les services de renseignement pour recourir à ces techniques de surveillance. La Commission a également adopté un amendement permettant au gouvernement d'autoriser des services dépendant du ministère de la Justice, comme le renseignement pénitentiaire et manifestement contre l'avis de Madame la garde des Sceaux, à recourir aux techniques de recueil du renseignement prévues par le projet de loi. Dans ce qu'il contient, je dis bien dans ce qu'il contient, ce texte marque donc des avancées positives, mais il est marqué aussi, et je le redis, par de grands vides. Nous considérons que d'autres sujets que le renseignement devraient y figurer. D'abord, sur la prévention de la menace. Dans les camps, les combattants volontaires reçoivent une formation paramilitaire et idéologique. Cette formation leur donne les moyens concrets d'une action violente à leur retour dans notre pays. Notre arsenal législatif est insuffisant pour faire face à cette menace et à ces individus qui présentent des risques graves de radicalisation. Ainsi, lorsqu'une personne revenant du djihad est manifestement susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, à l'ordre public, à la sauvegarde des intérêts supérieurs de notre nation lors de son retour en France, il me paraît essentiel de pouvoir la placer dans des centres de rétention pluridisciplinaires afin qu'ils y suivent un programme de déradicalisation. La procédure de placement dans ces centres pourrait utilement se rapprocher de l'hospitalisation sous contrainte, c'est-à-dire d'une procédure placée sous le contrôle du juge judiciaire. J'ai déposé un amendement dans ce sens, mais celui-ci a été repoussé au titre de l'article 40. Je vous demande solennellement, Monsieur le Premier ministre, de prendre vos responsabilités pour mettre en place ces structures avant que de nouveaux drames n'interviennent sur le territoire national. Sur la question des retours ensuite, se pose également la question du retour en France des individus binationaux qui sont partis faire le djihad sur les territoires irakiens ou syriens. Quelle va être leur attitude lorsqu'ils vont rentrer en France? Ces individus, nous le savons, présentent des risques manifestes pour notre pays. Ils font peser un extrême danger sur la sécurité de nos concitoyens. Devons-nous attendre un passage à l'acte et à la mise en application des actes de barbarie qui leur ont été enseignés en Syrie pour les neutraliser? Lorsque ces individus sont binationaux, il est légitime qu'on leur refuse l'accès à notre territoire. Le Royaume-Uni vient d'ailleurs d'adopter le Counter-Terrorism and Security Act qui empêche le retour sur le sol britannique de terroristes venant des zones de combat. Et nous serons d'ailleurs ensemble, Monsieur Menucci, à Londres pour nous en rendre compte lundi et mardi prochain. L'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme nous offre cette possibilité qui précise qu'en cas de guerre ou en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation, un État signataire de la Convention peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention. Nous posons ainsi des questions, nous voulons également poser des questions sur le nécessaire volet judiciaire de la lutte contre le terrorisme. Dans ce débat, depuis le mois de janvier, vous avez été bien absente, Madame la garde des Sceaux. Nous vous avons très peu entendue, si ce n'est par allusion où certaines voix qui semblent parler en votre nom soulignent que vous seriez opposé à ces textes, mais nous attendions de votre part, de la part du garde des Sceaux, l'expression forte d'une volonté judiciaire de mieux combattre le terrorisme, de mieux le sanctionner, de mieux le prévenir, notamment par une politique pénitentiaire radicalement différente que celle que vous conduisez aujourd'hui. Il n'y a rien dans ce texte, il y a cette lacune
fondamentale que nous voulons dénoncer. La lutte contre le terrorisme, mes chers collègues, repose sur 2 piliers fondamentaux, le renseignement, mais aussi sa prise en compte par l'autorité judiciaire. Or, ce texte que vous nous présentez ne contient aucune mesure pour la justice. Les avancées de cette loi se révéleront donc inutiles si la chaîne pénale ne suit pas. Grâce aux amendements adoptés en commission des lois, le Bureau du renseignement pénitentiaire va pouvoir bénéficier, si le décret en Conseil d'État en dispose, de l'usage des techniques prévues par le texte dont nous débattons. C'est une avancée importante. Dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait que cette possibilité n'était ouverte qu'à vos services, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et qu'à vos services, Monsieur le ministre de la Défense, ainsi qu'à ceux chargés de l'économie, du budget et donc des douanes. Je tiens à souligner que cette avancée était consensuelle, avec une alliance un peu inédite, il faut en convenir, celle d'un amendement déposé par M. Cavard et celle plus logique d'un amendement déposé par notre collègue Guillaume Larrivé, qui ont été approuvés par le rapporteur, comme quoi l'unité nationale peut s'exprimer. Le gouvernement s'y est opposé en commission. J'espère qu'il en comprend désormais la nécessité et qu'il reviendra dans notre hémicycle sur sa position. Parallèlement, je le dis aujourd'hui avec force, il nous faut nous attaquer et de toutes nos forces à la radicalisation en prison. Dans bien des cas, le séjour en prison, on l'a vu, et notamment pour Koulibaly et pour les frères Kouachi, a constitué l'antichambre du passage à l'acte. Monsieur le Premier ministre, le 13 janvier, vous avez souligné que les phénomènes de radicalisation se développaient en prison. Malgré les nombreuses réclamations du personnel pénitentiaire, pourquoi refusez-vous toujours de modifier l'article 57 de la loi pénitentiaire relative aux fouilles en prison? Selon la directrice de l'administration pénitentiaire auditionnée par la commission d'enquête, 27 500 téléphones portables ont été saisis en prison en 2014. J'attire votre attention, mes chers collègues, sur ce nombre, 27 500 portables, 3 fois plus qu'en 2010. Madame Gors déplorait, en citant ces chiffres, un véritable fléau. Vous parlez de fléau, mais encore faut-il avoir la volonté d'y faire face. Et ce ne sont pas les brouilleurs que vous proposez, Madame la garde des Sceaux, qui pourront y répondre, puisque vous-même, devant toujours notre commission, vous nous avez indiqué de façon pertinente au demeurant leurs faiblesses techniques, puisqu'ils étaient impossibles à mettre en œuvre dans le cadre pénitentiaire. Oui, c'est possible, Madame la ministre. De plus, et nous l'avions déjà réclamé à l'automne dernier, il est nécessaire d'isoler les détenus radicalisés des autres détenus afin d'éviter tout prosélytisme. Enfin, certains détenus continuent de présenter à l'issue de leur peine de prison un danger manifeste. Là encore, nous devons protéger nos concitoyens et là encore, je vous propose d'étendre les hypothèses de placement en rétention de sûreté qui avaient été créées par la précédente majorité. Enfin, autre grande absente de votre projet de loi, la question du croisement des fichiers, pourtant clé dans cette lutte contre le terrorisme. Alors, j'ai noté tout à l'heure en réunion de la commission des lois, au travers la mauvaise humeur de notre rapporteur qui a donné un avis négatif, que vous venez d'introduire à la dernière minute un amendement sur les fichiers. Nous l'examinerons, mais je veux souligner que cette question des fichiers est essentielle. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous rappeliez lors de votre audition devant la commission d'enquête qu'à l'avenir, nous devrons aller plus loin en matière de croisement de fichiers, puisque beaucoup d'événements sont intervenus depuis 2010. Vous indiquiez, je vous cite de bonne source, « L'enseignement que je tire des événements récents est que nous devons absolument assurer la fluidité de la circulation des informations entre les services et croiser les analyses. Nous proposerons une organisation permettant d'atteindre cet objectif. » Quant à vous, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit le 13 janvier « J'ai demandé au ministre de l'Intérieur et de la Justice d'étudier les conditions juridiques de mise en place d'un nouveau fichier. » Près de 3 mois se sont écoulés. Où en sommes-nous? Nous attendons des réponses.
je constate là encore que malgré ces affirmations, votre projet de loi était bien silencieux avant, il est vrai, cet amendement. Les services concernés sont unanimes. Pour mener à bien leur mission, l'interconnexion des fichiers est indispensable. Comment les services de renseignement peuvent-ils mener efficacement leur mission s'ils ne sont pas habilités à accéder au contenu de certains fichiers? Je pense en particulier aux fichiers des antécédents judiciaires ou aux bases de données utilisées par le renseignement de proximité. Notre droit doit être en la matière adapté, mais s'en tenir à des mesures purement nationales serait inefficace. Je ne reviendrai pas sur la nécessité, là encore, mais le projet de loi aurait pu l'évoquer, de renforcer la collaboration avec nos partenaires européens. Nous avons maintes reprises évoqué la question du PNR. Il faut enfin que ce dossier avance. Il faut également que la coopération à l'échelle de la justice ou de la police devienne une véritable réalité au niveau européen. De nombreux outils pourraient en effet être utilisés à l'échelle de l'Union européenne. Je pense à la mise en place d'un parquet européen aux compétences élargies, au renforcement du contrôle des frontières extérieures et du système d'information de l'espace Schengen, au renforcement de la coopération policière européenne, à une lutte coordonnée contre les sites Internet. Si nous voulons être efficaces, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, nous devons intervenir sur tous les fronts.